quoi, je suis revenu en arrière. Je me retrouve avec un téléphone fixe plus vieux que moi et un portable sur lequel je mets un temps fou rien que pour écrire un SMS. Tout mon rapport au temps et à la consommation a changé. Vivre français, c'est prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de passer un coup de fil, prendre le temps de recycler une vieille mobilette, prendre le temps d'utiliser sa mobilette, rater son mélange et mettre trop d'huile dans sa mobilette, prendre le temps de siphonner le réservoir de sa mobilette, refaire le plein et repartir dans un nuage de fumée. Vivre français, c'est vivre autrement, parce qu'il y a beaucoup d'objets qu'on ne fabrique plus et qu'on ne fabriquera certainement plus jamais. Parce que c'est comme ça que la mondialisation fonctionne. Admettons. Mais du coup, en France, il nous reste quoi comme travail? Je suis allé poser la question à Philippe Manière, mon économiste libéral préféré. Dans son livre, il dit que ce n'est pas la mondialisation le problème, mais la France qui a un problème avec la mondialisation. Bonjour. Merci de m'accorder du temps pour parler un peu de ma vie. Ouais. Votre dure vie? Ben, un petit peu. Moi, pourquoi je vous ai convoqué? Bon, entre nous, vous êtes plutôt à tendance libérale. On va dire que, si je devais résumer, pour vous, le libre-échange, c'est plutôt cool. Enfin, parlons français, c'est plutôt quelque chose de chouette. Oui, c'est plutôt rentable, c'est plutôt bénéfique à tout le monde, oui. Quand il manque des objets comme un réfrigérateur, mais des choses beaucoup plus triviales, comme un coupe-ongle. J'ai pas de coupe-ongle, quoi. Je me ronge les ongles, je me coupe les ongles des pieds à l'Opinel. Ça va finir par être un peu dégueulasse, votre affaire. C'est un peu dégueulasse, en effet. Est-ce que, si ces produits-là ont disparu, c'est pas l'emploi qui va avec qui a disparu? Non. Alors, en première analyse, intuitivement, on pense que oui. Et sur certains emplois, c'est parfaitement vrai. Les gens qui faisaient des réfrigérateurs ou qui faisaient des motos en France, puisqu'on ne fait plus de réfrigérateurs ou qu'on ne fait plus de motos en France, leurs emplois ont été détruits, c'est clair. Il n'y a plus personne qui fabrique un réfrigérateur en France. Mais oui, ça détruit l'emploi, mais ça en crée bien plus. Pourquoi? Parce que si vous importez un produit qui est fabriqué moins cher ailleurs, ça vous donne du pouvoir d'achat, ce qui vous permet d'acheter autre chose, qui n'est pas ce que vous avez renoncé à consommer chez vous. Donc on a une espèce de basculement permanent de l'emploi, une rotation permanente. C'est ça, l'économie, elle est vivante. Et donc il y a des emplois détruits et il y en a qui sont créés. C'est pas les mêmes. Voilà, mais en théorie, le type qui a arrêté de faire des réfrigérateurs, il peut devenir serveur de restaurant. Et il va le devenir parce que l'argent que vous ne dépenserez plus dans le réfrigérateur trop cher parce que Made in France, vous le dépenserez dans le restaurant. Je schématise, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais l'idée générale, c'est ça. En théorie, ça devrait se passer comme ça. Mais c'est pas forcément si facile de changer de job. Tous les jours, des gens perdent leur boulot. Ce matin encore, dans mon journal, 1900 personnes en Bretagne sont dans la rue après avoir été licenciées. Et ce n'est pas pour aller chercher un boulot de serveur. Les travailleurs dans la rue en France, ça ne date pas d'aujourd'hui. En France, les problèmes sociaux restent à l'ordre du jour. Avant, quand des salariés manifestaient, c'est qu'ils se battaient pour des avancées sociales, une réduction du temps du travail, un meilleur salaire ou de meilleures conditions de travail. Les mineurs ayant jugé insuffisantes les propositions qui leur avaient été faites, les négociations sont dans l'impasse. Ils ont remporté plusieurs batailles. Puis, en 1973, il y a eu le choc pétrolier. Les fermetures d'usines se sont multipliées, il n'était plus question d'avoir plus ni mieux. On est des travailleurs, nous! Alors les luttes sont devenues de plus en plus défensives. Les images sont les mêmes, mais les luttes ont un goût de désespoir. 53 ans, 30 ans de boîte, on te vire comme un Kleenex. Aujourd'hui, les travailleurs se battent juste pour conserver ce qu'ils ont, leur boulot. On va où, là? Hein? On veut garder notre boulot. Et c'est fort. Les indemnités minables qu'on nous promet qui vont pouvoir assurer à l'avenir. C'est devenu tellement banal. On annonce 30 salariés par ceci, on en annonce 50 ici, on annonce 2000 par là. Si on demande à garder notre boulot, c'est vraiment parce qu'on n'a pas autre chose. Voilà, c'est tout. Colère des salariés de Goodyear devant le siège de la société Haraway. Face à face, syndicalistes et forces de l'ordre. Les luttes, les grèves et les licenciements, les anciens employés de Reynolds à Valence les ont vécus aussi. Il y a 5 ans, la société américaine a délocalisé la production de ses stylos en Chine et en Tunisie, alors qu'elle était rentable. 256 ouvriers se sont retrouvés au chômage. J'ai retrouvé 6 d'entre eux à Valence pour dîner. Depuis leur licenciement, ils se revoient régulièrement. Il y a 5 ans, ils avaient fait du Made in France le cœur de leur lutte contre Reynolds. Christophe et ses collègues étaient même allés plus loin en appelant au boycott des stylos de la marque.
te donne un crayon pour la rentrée. Les derniers, ceux-là, ils ont fait par les machines en France. Ça a été les machines à Valence, ceux-là. D'accord. Et c'est les derniers. Et les prochains qui sont dans les rayons, c'est Made in Tunisie. Il faut bien regarder derrière les étiquettes. Vous les achetez au même prix que ce que vous achetiez avant la fabrication française. Donc voilà, ça a coûté quand même 256 emplois. Il ne faut pas acheter ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, en fait, le Made in France, c'était pas du tout le même débat qu'aujourd'hui. On n'en parlait pas. Quelque part, vous avez été Oui. Vous avez mis en avant. On en était conscient et depuis le début, on l'a toujours mis en avant ça. Quand on défendait le Made in France, on l'a toujours mis en avant par contre. On a toujours utilisé ça. On a toujours utilisé le bleu, blanc, rouge. On a dessiné la France et tout. Et on savait très bien qu'on voulait promouvoir nos produits en France et qu'on nous mettait en concurrence avec des salariés à l'autre bout du monde. Non, mais là, on a été complètement conscients. Surtout, c'est qu'on voulait que le consommateur reprenne son pouvoir pour sanctionner. Le consommateur, vous partez à l'autre bout du monde, eh bien on sanctionne. On a un sacré pouvoir en tant que consommateur. Le boycott n'a pas poussé Reynolds à revenir au bercail, bien au contraire. Autour de cette table, la seule qui n'a pas été licenciée à l'époque, c'est Elisabeth. Elle n'était pas ouvrière, elle travaillait dans les bureaux, elle se croyait à l'abri. Mais 5 ans après ses collègues, Reynolds l'a aussi licenciée. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette entreprise? C'était quoi votre travail? Alors mon travail, c'était de faire saisir des commandes, de les envoyer en préparation et de les faire expédier par le magasin pour que ça arrive chez le client. Quand est-ce que vous avez appris que vous alliez être licencié? C'était à quel moment? On a appris ça fin février en fait. On nous a dit concrètement que le service client serait transféré en Pologne, que vous devrez former les Polonais. Ils viendront sûrement au mois de novembre pendant 15 jours. Donc vous devriez former les Polonais. En plus de lui annoncer son licenciement, la direction de Reynolds a proposé à Elisabeth de former ses remplaçants polonais pendant 1 semaine contre une prime de 1 000 €. Une demande qu'elle ressent comme une humiliation. Vous avez pris une décision, vous êtes d'accord. Vous avez considéré que la France aujourd'hui n'était pas capable. La France, les Français, le travail des Français ne correspondait pas à ce que vous avez envie d'aller, là où vous avez envie d'aller. Donc non, mais ne nous demandez pas en plus de les former. Voilà. Vous avez pris une décision, assumez. Ils sont très bons, ils sont très bien, il paraît, tant mieux. Voilà, ils travaillent très bien, ils font tout mieux que nous, voilà, et moins cher. Donc à la limite, débrouillez-vous, quoi. Contrairement à ses collègues, Elisabeth a refusé de former ses remplaçants et a quitté l'entreprise avant leur arrivée. Je commence à me décourager. J'avais déjà du mal à sauver de l'emploi industriel et maintenant je dois m'occuper des emplois de service qui subissent à leur tour la délocalisation. Retour à la fac. Je vais demander des précisions à Helmoub Mood, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine et spécialiste des mouvements de l'emploi dans le monde. Je pensais qu'il allait me rassurer, il m'a plutôt fait flipper. 2 questions. Premièrement, quels emplois on peut délocaliser dans les services facilement ? Et 2, est-ce que ça peut toucher aussi des emplois qu'on dit qualifiés ou très qualifiés? Autrefois, on avait une image assez commode. On pensait que l'industrie était soumise à l'outsourcing, donc à la délocalisation dans les pays à bas salaire, et que les non qualifiés étaient les plus exposés. Ce qui est nouveau, c'est que tout ce qui peut être codifié, qu'on peut faire facilement passer par Internet, peuvent être délocalisés. Si je prends un radiologue, dans le travail du radiologue, il y a toute une partie des fonctions qui sont facilement délocalisables à distance, qu'on peut fournir à distance. Pourtant, c'est du travail qualifié, tandis que le travail, finalement, du gardien d'immeuble, celui-ci est peu qualifié, mais il n'est pas délocalisable parce qu'il requiert la proximité. Si on est en prospective, est-ce que dans 5, dans 10 ans, on verra de plus en plus l'équivalent des plans sociaux dans l'industrie? On verra la même chose dans les services? Est-ce qu'on peut prévoir ça? Des chocs importants vont se produire dans les activités de service qui étaient jusqu'à présent peu concernées par la délocalisation ou l'outsourcing ou la fragmentation de la chaîne de valeur. Le choc, c'est que 30% des emplois tertiaires en France sont potentiellement délocalisables, ce qui représente près de 6 millions de postes. Pourtant, le grand projet économique de la France, c'était de développer les emplois de service et que tout le monde travaille dans de belles tours de bureaux comme celle-ci, situées dans des quartiers d'affaires. Si même ces emplois-là sont délocalisables, elles vont devenir quoi ces tours? Elles vont faire comme les usines, elles vont se construire à l'étranger. C'est à cause de ces emplois qualifiés qui s'exportent que j'ai dû prendre un gros risque pour quelqu'un qui réalise une expérience sur le Made in France.